Donc, bienvenue à notre sixième édition, en fait, c'est-à-dire au niveau de l'autodétermination autochtone, pluralisme juridique et inégalité dans l'Arctique. Merci d'être présents aujourd'hui, nos présentateurs aujourd'hui qui pourront avoir aussi des discussions avec vous. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés, en fait, à organiser. Voilà, je vais passer à Laura. Thank you, Karen. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci de vous joindre à nous, peu importe où vous trouvez en ce moment. Comme l'a mentionné Karen, je serai la facilitatrice de ce panel. Je m'appelle Laura Wilmot et je suis étudiante au doctorat en droit. J'ai la chance de faire partie justement du partenariat WAGE en tant qu'étudiante qui organise ce panel sur l'autodétermination autochtone, le pluralisme juridique et les inégalités dans l'Arctique. Avant de se lancer dans les questions du panel, laissez-moi d'abord vous présenter les 4 panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous. Donc, nous allons vous présenter Brigitte Larocque, c'est-à-dire la conseillère politique et chercheuse de l'Arctic Athabascan Council, Anders Oskal, secrétaire général Association of World Reindeers Herders, Lisa Ellington, she's a teacher at the Faculty of the Social Sciences of École de travail social et de criminologie, Laval University in Quebec. We do have as well Sophie Thériault, who's a professor, Faculty of Law, Civil Law Section, University of Ottawa. Il y aura des échanges. La première question est la suivante. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement de vos recherches et vos pratiques et expliquer quels sont les défis, en fait, au niveau de l'autodétermination autochtone, pluralisme juridique et inégalité dans l'Arctique? Brigitte aura la première question. Vous avez environ 3 minutes pour répondre. Bonjour et merci pour cette invitation. 2 minutes, c'est rapide, mais je vais tenter de mon mieux. Notre recherche, c'est pour être sûr que les populations autochtones et les perspectives au niveau des préoccupations sont intégrées. Parallèlement, tout ce qui est recherche scientifique, mais pas simplement d'une façon de gestion partagée, mais au niveau des perspectives pas dominantes. Nous voulons nous assurer à ce que nos voix, nos expériences et nos vies, en fait que tout soit respecté, bien sûr, et partagé. Donc, nous avons des méthodes propres à nous, sagesse, qui fassent partie du. Ainsi, ce sont des défis. Ceci dit, je crois qu'il y a beaucoup de gains au niveau de tout ce qui est académique. Et il y a beaucoup de défis que nous devons combattre pour pouvoir avoir plus d'influence plutôt que d'être influencé par la société générale civile. Merci d'avoir cassé la glace. Et j'aimerais demander à Anders, qui a aussi quelques minutes, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de gens que je connais ici dans le public et dans les panélistes. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. Je travaille avec l'association of World Reindeer Herders, comme vous savez. Donc, c'est-à-dire, nous suivons en fait les reindeer. Bien sûr, c'est tout pour nous, pour notre communauté. Nous dépendons d'eux, n'est-ce pas? Et au niveau de la Constitution, bien sûr, il y a différents systèmes de gouvernance. Donc,
qui sont venus sur nos terres, n'est-ce pas, au niveau de la modernité. Dans notre travail, notre focus est au niveau des grands, on va dire, défis, les tanks, les changements de climat, par exemple, et de quelle façon, au niveau de la globalisation, la relation et les différents défis qu'ils fassent partie de la société au niveau des peuples autochtones. Il y a beaucoup de défis au niveau de notre propre capacité à répondre, pas seulement au niveau de ce qui est négatif, mais aussi les rêves que nous pourrions avoir au niveau de comment répondre et utiliser différentes opportunités, en fait, qui seraient générées. Il y a des choses que nous connaissons effectivement, mais les défis les plus significatifs, ça serait au niveau des connaissances et c'est pas toujours respecté, c'est pas toujours compris. Donc, on n'en tient pas compte au niveau des décisions du gouvernement. Donc, pour nous, au niveau de la communauté, ce que ça inclut, peu importe de quelle façon nous le regardons, nous perdons. Et au niveau des connaissances à acquérir, au, au niveau de ce que nous avons, les différents défis que nous voyons à l'heure actuelle, et souvent, c'est pas ce qui se passe. Donc, je suis très heureux. J'aimerais dire merci en fait à toute l'équipe d'amener ceci à notre agenda. Merci infiniment. Thank you very much, Anders. Je laisserai maintenant la parole à Lisa. Oui, bonjour tout le monde. Bon, je vais parler en anglais. Voilà, c'est plus vite. Merci. Au niveau de l'organisation, je suis très heureuse d'être ici cet après-midi ou peut-être ce soir pour certaines personnes. Moi, je travaille en fait avec les Premières Nations et différentes communautés inuites ici au Québec depuis les 15 années. Différents, comment dire, projets aussi au niveau des enfants, la communauté Atikamekw aussi, vous le savez déjà, c'est une communauté fantastique, mais au niveau de la géographie, c'est très isolé. Et récemment, avec Nunavut, du Nunavik, bien sûr, 14 communautés près de Hudson-Lungava et aussi des organisations inuites, Nunavimi, Lakavituvinia et Makivik. Les deux offrent des services culturels sécuritaires pour les enfants et ainsi que les familles. Brièvement, un petit contexte au niveau de mon travail. À cause des échecs au niveau du système provincial pour protéger les enfants, le Canada a adopté une loi plutôt fédérale en 2019 pour la protection des enfants autochtones et cette loi, elle reconnaît le statut en fait et les droits pour les enfants et les familles d'avoir leur propre système légal. Ça établit aussi des standards nationaux pour le meilleur intérêt des enfants autochtones et aussi une continuité culturelle, respecter les traditions, culture, etc. Donc, à travers mon travail, je documente avec eux l'application, en fait, au niveau de ces lois pour les enfants ainsi que leurs familles et le bien-être des enfants. Avec le Nunavimit, nous explorons les possibilités d'avoir des rapports GLADU et au niveau du système criminel et peut-être ça pourrait nous aider et avoir quelque chose pour pouvoir comprendre au niveau des familles
et de quelle façon prendre de meilleures décisions. Donc, mon travail, c'est vraiment le support et c'est une façon de réduire en fait les inégalités, non? Merci infiniment. Donc, pour la fin de la première question avec Sophie. Alors, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Je vais aussi parler en anglais aujourd'hui parce que j'ai fait la plupart de mes travaux dans cette langue sur sur les sujets sur lesquels on va aborder. Donc, je vais parler en anglais. Et au niveau des ressources naturelles et ainsi que au niveau du gouvernement, examiner et aussi de façon où les lois sont expliquées au niveau des généralités et au niveau de la prise de décision concernant l'usage des terrains, des extractions et aujourd'hui la façon dont on reproduit et comment est-ce qu'on pourrait remédier et éviter tout ce qui est inégalité au niveau du travail récent, c'est-à-dire au niveau des droits des juridictions. Et souvent, ce travail récent au niveau de mes élèves et on essaie de faire des connexions. Il y a des recherchistes aussi et différents réseaux au niveau du Canada et au niveau des différentes lois et des intersections et au niveau des droits des peuples autochtones et aussi à travers ce travail et les différents systèmes légaux, ils font la priorité au niveau de l'usage des terrains ou des territoires autochtones et de quelle façon ils prennent la forme plus ou moins que ça soit participatif ou non et en fait au niveau des problèmes et de ce que nous avons au niveau du consentement. Dans d'autres recherches, donc il y a du travail qui a été fait au nord du Québec au niveau des peuples autochtones, les différents projets, font l'exercice d'utiliser des stratégies, aussi des actions légales, des protestations, de la résistance. Et de quelle façon ils ont de l'influence à un certain niveau et au niveau des contraintes à cause des structures et au niveau des relations de pouvoir avec différentes compagnies minières et aussi des structures au niveau de tout ce qui est économique et au niveau de l'usage du territoire. Il y a d'autres aspects pertinents par rapport à ce dont nous discutons aujourd'hui, le travail sur les peuples autochtones et les interactions au niveau du système légal étatique et des ressources, des territoires. Donc, dans les 2 dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être professeur et d'étudier à Ouachaptinam, une communauté au niveau du nord du Québec et d'autres communautés qui partagent en fait avec les étudiants les différentes lois Innu au niveau de la famille et des relations au niveau du territoire, des ressources, mais aussi des difficultés au niveau des relations avec les lois de l'État. Donc, ce que je peux dire, c'est que ça fait partie, en fait, de des aspects que j'étudie. Maintenant, nous avons une seconde question
au niveau de votre recherche et vos pratiques, quels sont les défis et au niveau de la protection des droits des peuples autochtones? Merci. Avant de débuter, je ne suis pas un avocat. En fait, je fais partie de l'association en fait du World Reindeer Herders, mais il y a des personnes qui œuvrent dans le système autour de moi, donc là où je travaille par exemple. Les défis, bien sûr, au niveau des pratiques ou un manque de pratique par rapport à nos droits et aussi tout ce qui est le narratif. Et nous en entendons beaucoup de quelle façon de l'Arctique, en fait, il y a de la place pour tout le monde, mais pour tous, mais parce que le territoire est tellement vaste. Mais au niveau du nombre de gens qui habitent là-bas, c'est très faible. Mais au niveau de tout ce qui est du développement, que ça soit électrique, biofuel, le tourisme, des activités en fait de plaisir, de divertissement. C'est mélangé avec certains narratifs par rapport aux besoins de la société. Donc, si nous parlons des droits, ça n'a rien à voir avec les décisions de la majorité, non? Nous en avons des droits, ce n'est pas ça la question, c'est toujours, c'est est-ce qu'ils sont respectés, c'est ça. Au niveau de notre territoire, nous y sommes depuis bien avant les États, depuis qu'il y a eu des différentes versions. Donc, au niveau des pays du Nord, ce que nous pouvons dire de façon très claire, au niveau des progrès, au niveau de la reconnaissance et du respect de nos droits, et ça, c'est grâce à la jurisprudence. Il y a aussi trop de représentation au niveau de ce qui se passe, de ce qu'on retrouve dans le système de justice. C'est-à-dire, oui, au niveau des avocats, je crois que c'est en Norvège, ou en tout cas dans les pays du Nord, très intéressant. Bien sûr, nous avons des différences au niveau général, Russie, Chine, Mongolie, etc., c'est différent. Au niveau du Nord, c'est différent de l'Amérique du Nord, et etc. Il y a une distinction intéressante au niveau des lois romaines. En Russie, où vous êtes propriétaire, ou alors vous avez des droits. Si vous n'êtes pas propriétaire, vous n'avez pas de droits. Dans les pays du Nord, nous avons, au niveau de la jurisprudence, un principe, les notions que nous pouvons avoir des droits même si nous ne sommes pas propriétaires d'un territoire ou d'un terrain. C'est pas si simple. Lorsque vous pensez à nous n'avons pas vraiment la compréhension à savoir si nous sommes propriétaires ou pas au niveau des éleveurs de rennes. Ce que je dis, c'est qu'au niveau des tribunaux, ce ne sont pas les nôtres. Et il n'y a pas au niveau de la représentation qui est peut-être un tribunal au niveau des niveaux plus bas. Ça, c'est un peu un défi pour nous, tel que vous avez mentionné, différentes choses, ce qui vient au niveau des décisions des différents tribunaux, les verdicts. Et c'est chaud quand même comme sujet. Et au niveau de l'élargissement ou l'amplification, en fait, de la famille des rennes. Et au niveau, c'est le chapitre 27
C'était plutôt intéressant dans cette cause. Il y a eu une advanced possession et au niveau des moulins. Et ce qui a été en fait testé dans les tribunaux au niveau de la Cour suprême, c'est-à-dire la décision a été en faveur des éleveurs de rennes, 1 milliard de raisons. Et au niveau du prix pour le développement, c'est-à-dire tellement de raisons, bien sûr, au niveau des éleveurs de rennes. Donc, pas simplement parce que c'était un peu grâce à la négociation, mais nous en voulons plus, en bâtir ou en construire plus aujourd'hui. Donc, ça va pas aller sous le tapis. Donc, au niveau légal, la structure du système, en fait, ou en tout cas en 25, c'est pas très bien développé du tout. En Norvège et ailleurs, on n'en parle même pas des impacts, en fait. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est au niveau des évaluations de l'impact sociologique? C'est à quel niveau? Malheureusement, vous avez beaucoup de choses si vous donnez de l'argent aujourd'hui, mais ceux qui sont des mercenaires au niveau académique et certaines compagnies en fait qui font des évaluations en fait d'impact, ils prennent 80% de leurs ressources en fait au niveau c'est-à-dire ils ne sont pas indépendants. C'est ça le défi. Au Canada, au niveau des structures, elles sont différentes, si j'ai bien compris, au niveau des peuples autochtones et des différents mécanismes et de ceux qui développent, qui veulent des évaluations. Ils ne choisissent pas. Ce n'est pas eux-mêmes pour pouvoir obtenir le mandat, en fait, au niveau de l'évaluation. Donc, je n'ai pas mentionné au niveau de notre système et on ne le regarde pas du tout, en fait. C'est-à-dire les impacts réels, en fait, nous n'en sommes pas au courant, malheureusement. Donc, ils sont négligés. Merci infiniment. Et maintenant, c'est Bridget qui va parler. Merci beaucoup, Anders. Et au niveau de là où nous sommes, au niveau de nos images, de nos impressions, au niveau du Canada, nous ne sommes pas loin. Le respect, la réconciliation au niveau des peuples autochtones. Donc, les systèmes, ils ont des problèmes, bien sûr, et que ce soit des valeurs et des droits qui ne sont pas respectés. On pousse énormément pour faire l'extraction des minéraux. Vous savez, on dit que c'est la demande globale, c'est pour ça qu'on le fait, et pour élever le Canada, ou en tout cas son image, c'est une façon globale au niveau de la production, mais le problème, c'est nous avons d'énormes préoccupations concernant l'usage des territoires, l'usage de l'eau et aussi quels sont les bénéfices pour les peuples des Premières Nations. Donc ça, ce sont des thèmes très importants et cette façon d'avoir une gestion et au niveau de la bureaucratie, c'est un système très colonial, donc il faut toujours opérer même s'il y a des traités, même s'il y a, au niveau de la modernité des traités et au niveau des accords entre les gouvernements, et tout ceci, c'est des droits acquis grâce à des traités comme à travers l'État. Et au niveau des peuples autochtones, ce qu'ils veulent, il faut que ça soit négocié. Donc, la façon dont ils veulent, je crois, et vous en avez parlé, par exemple, au niveau de la loi sur les mineurs et la façon dont elle est utilisée. Nous avons des préoccupations concernant toutes les inégalités sociales. Nous n'avons pas de conversation vraiment avec les gens
dans les communautés qui ont le plus d'impact. Et lorsque nous parlons à des leaders, nous en connaissons beaucoup, en fait, nos partenaires qui reçoivent des sommes d'industrie et certains d'industries, d'organisations qui veulent avoir accès au territoire. Nous savons aussi que souvent on nous ignore, on nous efface, on nous marginalise à cause de l'intérêt étatique et au niveau des intérêts nationaux. Donc, ils ont une autorité complète pour faire ce qu'ils veulent faire sur nos territoires. C'est faible par rapport c'est limité par rapport aux sanctions, de l'influence par rapport aux États indépendants et nous avons beaucoup de difficultés au niveau des accords et en fait au niveau de la consultation. Ce sont des problèmes qui ont des impacts sur nos communautés et au niveau du genre, hommes, femmes, sexualité, au niveau de la perspective et au niveau des perspectives en fait des peuples autochtones. Donc, ça continue. Nos capacités sont limitées, les différents territoires et d'énormes populations en fait qui augmentent. À Iqaluit, par exemple, nous sommes standardisés. C'est quoi l'autre mot? Ouais, c'est ça, standardisé. D'une façon, c'est bon parce que, bon, si on doit faire face à des conflits de valeurs, car, bon, il y a l'immigration, il n'y a pas vraiment de juridiction culturelle. Et nous avons également de grandes subventions pour les immigrants, mais encore une fois, on n'est pas même respecté pour nos actions. Donc, on ne verra pas beaucoup de nos personnes dans l'industrie, mais oui, beaucoup d'immigrants. Alors, nous avons constamment tous ces impacts qui impactent notre capacité d'évoluer. Et ces disparités sociales ne vont jamais s'effacer. Alors, bon, je vais m'arrêter là. Merci, Bridget, pour nous avoir fait part de ces problèmes très importants, Sophie. Bon, oui, je vais répéter en fait un peu beaucoup de ce que Bridget a dit et du point de vue de ma recherche, quand on parle d'autodétermination par rapport à l'extraction de ressources, vraiment l'utilisation et l'utilisation de ces ressources, c'est toutes ces mines et ces excavations dans leurs terres sacrées et ces projets sont souvent imposés à ces communautés malgré tous les processus coloniaux de consultation, de participation qui sont appliqués. Donc, ma recherche ou la recherche que j'ai conduite récemment, ça montre que les peuples autochtones participent et bon, dépendamment aussi des régions et c'est dans ces prises de décision qui affectent leur territoire traditionnel et ils ont une certaine influence dans certains projets, mais qui sont quand même faits dans leur terre. Mais bon, par contre, dans cette recherche, on voit aussi que les peuples autochtones ont un pouvoir très limité pour déterminer si ces projets devraient avoir lieu ou pas sur leur terre. Tout d'abord, au moins sans se rendre à une contestation très coûteuse. Donc, c'est vraiment un manque de juridiction et d'autorité de leur part sur leur terre
On voit que c'est imposé à leur communauté et on voit aussi dans les terres Fantian et bon, ce n'est pas toujours respecté par les autorités d'État qui assument la coexistence entre les mines et les communautés autochtones par des mitigations qui sont souvent contestées par ces communautés qui sont touchées par les mines. Et donc, pour être à jour avec ces accords gouvernementaux, cela a permis quand même d'avoir plus de personnes autochtones qui fassent partie des processus de décision. Mais bon, comme on sait, les institutions sont des institutions colonialisées et l'État retient, en fait, ils ont la dernière parole sur les terres de ces peuples autochtones et c'est très problématique d'un point de vue d'autodétermination. Quand il n'y a pas d'accord dans un contexte canadien et donc il n'y a pas de processus qui vont s'appliquer sur les peuples autochtones pour qu'ils fassent partie des décisions. Donc, on a vu que ça a résulté quelque chose de très problématique et ça ne leur permet pas vraiment de arriver à un consensus. Et quand on voit aussi, bon, qu'ils n'ont pas un grand pouvoir de décision sur tous ces processus et leurs propres perspectives et priorités ne sont pas prises en compte. Et bon, je devrais parler aussi un peu de la pratique des 2 dernières décennies où est-ce que les personnes ont négocié et bon, participé dans des décisions de mines selon les différentes législations canadiennes. Donc, ceci, on le voit dans le contexte canadien, aussi on le voit en Australie, on entend, bon, ce n'est pas confirmé et c'est en train de s'en parler dans le contexte finno-canadien. Et ceci affecte les communautés autochtones où est-ce qu'on négocie des compensations et des mesures pour essayer de mitiger un peu les impacts. Et bon, donc, il y a des chercheurs qui pensent que ABA contribue à une certaine autodétermination en donnant donc des revenus. Il y a beaucoup d'autres chercheurs qui disent que, en fait, ABA n'aide pas à cette autodétermination et en fait, on voit davantage le déséquilibre de pouvoir entre les minières et les peuples autochtones. Et il y a, bon, la négociation, la confidentialité de ces accords qui ne permettent pas nécessairement des processus délibérés et des discussions qui pourraient avoir lieu autrement. Donc, ils sont laissés à eux-mêmes avec leurs propres lois et processus. Et surtout quand on parle d'activités minières dans les terres autochtones, quand on parle de ressources naturelles qui sont de plus en plus cherchées, surtout dans cette transition énergétique. Il y a donc un manque de juridiction de ces peuples autochtones dans leurs terres qui n'aident pas à l'autodétermination. On pourra peut-être revenir aux questions de IBA. Merci, Laura. Merci, Ander, Bridget et Sophie. Je pense que vous avez déjà répondu vraiment à des problèmes de droit qui ne sont pas respectés
malgré des décisions de cour qui ne sont pas nécessairement aussi euh, respectées dans ces terres autochtones et plein d'autres problèmes que vous avez déjà soulevés. Par rapport à l'autodétermination et les services d'aide à l'enfance, je pense que ma recherche est assez similaire à Nunavik. Je peux voir beaucoup de problèmes, mais je crois que l'une qui a quand même affecté toutes les communautés autochtones au Québec et au Canada, c'est le refus de Québec de reconnaître vraiment les droits des peuples autochtones à l'autodétermination dans dans les services de protection de l'enfance. Et je parlais aussi de la loi fédérale, le Québec est allé aussi loin que de défier cette loi et ça ne peut pas être unilatéralement affirmé par la loi. Et quand le fédéral intervient avec les pouvoirs provinciaux, c'est ça l'argument de Québec. Et l'autodétermination doit être prouvée donc en cours. Et donc ce refus, ce déni de ce droit de base pendant 4 ans, la loi fédérale a été adoptée en 2019 et la décision de la Cour suprême a été en 2024. Donc, ça a pris beaucoup de temps et je pense que ça, donc, ça a brimé le droit des peuples autochtones. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons seulement une communauté au Québec qui a sa propre loi de protection des enfants à cause du déni du Québec de ce droit intrinsèque. Et ils ne sont pas toujours respectés. Alors, c'est vraiment ceci. Et aussi, on a vraiment un manque de confiance du Québec envers les communautés autochtones de prendre soin de leurs services de protection de l'enfance. On voit c'est une attitude paternaliste, que ce soit Inuit ou communautés autochtones qui sont vraiment capables de entreprendre ces services, assurer la sécurité de leurs enfants. Et je pense que cela rajoute aux tensions et ça ralentit les négociations. Ça leur rend plus difficile aux communautés autochtones de prendre le contrôle graduellement et créer des accords à cause de ce manque de confiance. Et bien sûr, il y a un manque de financement pour l'autodétermination dans les initiatives de gouvernance. Ça, c'est un autre grand problème. Développer des lois inuites et autochtones, ça prend des ressources, de grandes ressources financières et humaines. Et je pense qu'ils sont vraiment sous-financés dans ces communautés. Au Canada, nous avons un historique de gouvernements provinciaux fédéraux qui ne sont pas en accord de qui est responsable de financer ces services. Et c'est un problème qui se poursuit et presque chaque programme qui est en lien avec les peuples autochtones arrive tout le temps à des violations des droits humains. Et beaucoup de demandes au Canada et au Québec appellent cela une négligence interjurisdictionnelle. Quand on voit la pauvreté vécue par ces peuples autochtones. Donc, la loi que nous avons maintenant sur la protection de l'enfance reconnaît, réaffirme les droits intrinsèques, mais ne garantit pas d'engagement financier pour développer des ressources
mettre en pratique ces systèmes de droits de protection de l'enfance autochtone. Mais donc, ils reconnaissent les droits, mais n'assurent pas des accords de financement à long terme qui vont être suffisants pour répondre aux besoins des enfants et des familles. Alors, beaucoup de problèmes qu'il faut vraiment mettre à jour pour arriver à ce droit d'autodétermination. Donc, sur cette dernière question, j'aimerais savoir quelles sont les implications des enjeux et des défis que vous avez identifiés en relation avec la réalisation du droit des peuples autochtones à l'autodétermination pour la production ou reproduction des inégalités dans la région arctique. Donc, Bridget, si tu veux commencer. Oui, je pense qu'un des plus grands défis que nous avons, c'est qu'au Canada, les négociations se font avec les trois organisations nationales, toutes basées à Ottawa. Donc, les Inuits, les Métis, et ils ne parlent pas donc avec les personnes en communauté, ils n'écoutent pas l'impact, les préoccupations des personnes qui ont dans les communautés. Je ne pense pas que c'est juste d'avoir des personnes mieux éduquées, influentes, mobiles, capables de vivre dans la grande ville d'Ottawa, qui soit la voix et les oreilles des leaders politiques actuels. Donc, on a beaucoup de problèmes avec cette volonté politique. C'est sûr qu'il y a ce manque de financement ici, manque de reconnaissance. Il y a des peuples autochtones, métis, qui sont bien dans le nord, qui ne sont pas écoutés, mais me voici ici avec vous et de notre propre, de nos groupes autochtones au Canada. On a aussi des problèmes, comment dire, bon, de racisme. Et on a très peu de ressources que Canada nous envoie quand il y a ce conflit et qu'on n'a pas de sécurité dans la communauté. Donc, quand on n'a pas une implication directe et un engagement pour parler de l'immigration, de parler des réfugiés, multiculturalisme, nous sommes tout le temps affectés. Nous essayons toujours de trouver des moyens de résoudre les problèmes qui arrivent dans les communautés. On a beaucoup de problèmes de sans-abri, plus de violence, de drogue, d'attaques reliées à cela. Des problèmes de trafic humain. Donc, c'est vraiment de traite humaine et on a eu ça dans le passé. Il y a la langue, l'isolement, l'éloignement, donc c'est difficile. Nous avons aussi des problèmes avec la sécurité à l'aéroport, tout ce qui est transport, parce que nos communautés sont loin. Si vous allez vers le nord, vous n'avez pas à passer par la sécurité, donc c'est sûr que toutes les substances illégales, armes et tout autre finissent dans nos communautés. Donc, ce sont les réalités vraiment qu'on voit sur le terrain. L'infrastructure est datée, le concept de l'élimination de ces carburants. Et bon, quand on des combustibles fossiles et quand on vit dans le nord, on dépend beaucoup de cela et quand nos niveaux d'eau sont bas, quand il y a des glissements de terrain, quand nos sources d'eau sont touchées, vraiment tous nos styles de vie est touché. Et maintenant, bon, comme on a des niveaux d'eau bas, la nourriture est touchée également. Ça augmente le coût de la vie, les prix de la nourriture qui est déjà très élevé.
Et je pense que vraiment l'histoire complète sera racontée en novembre quand les gens vont devoir remplir leur réservoir d'essence pour faire chauffer leur maison. Alors, tout est interrelié. On ne peut pas parler d'un problème sans voir les impacts dans les autres domaines. Et je pense qu'il doit y avoir vraiment euh, une nouvelle réflexion sur les accords, la reconnaissance des droits des peuples autochtones et même on ne peut pas passer notre vie en cours et même en cours, nous sommes maintenant les uns contre les autres. Donc, il faut respecter une consultation appropriée. Je n'ai pas une réponse facile. Je veux juste vous laisser avec une petite histoire. Au Yukon, quand ils étaient en train de développer l'industrie, bon, il y avait ce plan qui allait être créé et donc il parlait aussi d'un endroit de gestion des ordures et ils avaient commencé ils commençaient à pleurer parce qu'ils ne savaient pas comment sa terre allait être touchée par tous ces projets. Ce sont des histoires que les gens doivent écouter, qu'ils soient dans la politique, l'industrie ou d'autres régimes qui touchent, parce que c'est très humanisant et ça nous ramène au fait que nous sommes tous propriétaires de cette terre. Ce n'est pas seulement le rôle des peuples autochtones, c'est le rôle de tout le monde. Oui, nous avons plus de droits parce que c'est vraiment notre base et tout ce qui vient de nous vient de notre terre. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Bridget Anders. Est-ce que vous voulez répondre? Je veux d'abord accueillir ce que Bridget vient de partager. Un commentaire rapidement sur ce que Sophie a parlé des accords de confidentialité. Oui, l'industrie a sa façon de jouer ses jeux qui nous a mené à essayer de remédier la capacité, les défis de nos communautés pour et créer des programmes de diplomatie et négociation. Aussi, une des composantes a été les stratégies et tactiques des développeurs. Oui, nous ne sommes pas stupides, nous n'avons juste pas l'expérience ou la même expérience. Donc, nous avons vu les lois établies là-dessus. Et ce que nous faisons, c'est essayer de négocier. Et pas que c'est bon de négocier, mais s'il faut arriver à négocier, il faut vraiment tenir compte de tous les aspects. Et quand on voit le contexte institutionnel, à Venus Candy, il y a souvent toutes sortes de responsabilités sociales semblent être gérées par les impôts et ça, c'est nécessairement pas suffisant. Pas parce que on ne sait pas où est-ce que ces impôts vont finir. Sûrement, et ils vont sûrement finir très loin par ceux qui sont affectés. Les droits d'éleveurs de rennes sont basés sur l'utilisation des clients. Et donc, on avait fait des accords avec les voisins. Et il y a vraiment beaucoup de failles qu'on pourrait exploiter. Un autre point intéressant, c'est comment est-ce qu'on voit si souvent l'industrie pointe du doigt le gouvernement et le gouvernement pointe du doigt l'industrie. Donc,
qui a la vraie responsabilité? Pour élaborer un peu plus sur le thème de la journée par rapport à l'énergie, les éoliennes, c'est vraiment un sujet très chaud en ce moment. Et nous avons besoin de l'énergie. Est-ce que nous sommes contre cette transition énergétique? Évidemment, non. Mais quand c'est dans notre cour arrière, ce n'est pas l'idéal. Et surtout dans beaucoup de régions où est-ce que ces éoliennes sont placées. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout cela, de cette supposée énergie verte? Pourquoi le gouvernement n'instruit pas l'industrie et en tenant compte des droits et se basant sur les lois internationales? Et quel est le résultat? L'industrie souvent agit comme si on n'était simplement pas là. Nous ne sommes pas là. Et mon argument serait que ça aussi, les laisser procéder ainsi, c'est de dépasser la loi. Donc, quelle est la réponse? C'est difficile, oui, il faut reconnaître, mais quelle est la réponse? La réponse ne peut pas être de laisser l'industrie définir les politiques. Et je dis cela, c'est parce que, bon, si vous avez un peu d'expérience, sans parler des éleveurs de rennes, si on regarde l'océan, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Arctique? C'était l'océan le plus riche. Plus maintenant. Les fjords sont vides. Euh, C'est comme si plus rien n'existait. Ils ont mis des milliers de pêcheurs autochtones et non autochtones. Ce sont les mêmes droits desquels on parle. Et ne vous confondez pas, je ne compare pas ce qui se passe en Ukraine avec ce qui se passe, évidemment, avec les éleveurs de rennes, mais c'est en principe les mêmes droits. Donc, pourquoi ne pas instruire l'industrie et voir si on a vraiment besoin de toute cette nouvelle énergie, toute cette nouvelle ressource? Je pense que c'est très simple. Maintenant, bon, ceci me ramène à mon dernier point. Vous savez comment c'est quand quelque chose est gratuit, tout le monde le veut. Et le problème a été que pour, pour développer ceci, ça a été gratuit. Un autre point, c'est que les progrès qu'on a réussi et réussir à ce que les droits autochtones soient reconnus, mais en tant que ces droits sont gratuits, mais tout le monde les veut. Et de telle façon que ces droits que nous avons commencent à être vus coûteux pour certains, alors on ne les veut plus. Alors c'est un défi. C'est un défi pour les pays qui se disent modernes et démocrates. On a des attentes de ces démocraties modernes, mais on ne peut pas tous les voir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Anders. Liz, Yes, I will try to be quick. voulais-tu ajouter quelque chose? Je vais essayer d'être rapide. Bon, quand on regarde particulièrement la protection des enfants, je crois qu'il y a évidemment non-conformité des lois, des politiques, des traditions qui sont là pour protéger les enfants autochtones. Et ce manque de reconnaissance fait en sorte que tous les travailleurs sociaux, les intervenants des droits des enfants ne sont pas formés, ne connaissent pas ces lois, ne connaissent pas ces protections. Et il y a beaucoup de décisions maintenant qui sont un échec pour prioriser l'identité culturelle et les pratiques autochtones. Et donc, ils cherchent à avoir une stabilité de ces enfants dans des centres d'accueil avec des familles d'accueil qui sont non autochtones. Alors, malgré les nouvelles lois, l'année passée, 17% d'enfants du Nunavik étaient suivis par des services provinciaux. Donc, ça, c'est un enfant sur 5 et 63% d'entre eux ont été placés dans des maisons d'accueil. Alors, retirer ces enfants de leur communauté, ça crée plus d'inégalités. Et affirmer vraiment l'autodétermination dans la protection d'enfance, ce n'est pas quelque chose qui automatiquement résout les problèmes de pauvreté, de conditions sociales. Alors, ça crée vraiment un cercle vicieux où est-ce que les enfants sont retirés des familles à cause de problèmes de pauvreté et ces enfants sont retirés alors de leur famille. Il y a tant de choses qu'il faut changer. Et aussi, l'État moderne et colonial ont érodé vraiment ces règles dans les terres inuites et les valeurs ont été affectées par l'imposition de ces lois et c'est difficile pour certaines communautés, pas toutes elles, mais pour elles de voir un système qui va en ligne avec leurs valeurs culturelles et leur façon de protéger les enfants qui est différent de ce qu'ils connaissent du système de protection des enfants. But community members want some change right now in the child welfare systems and expectations for change are very C'est l'un des impacts, en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. Brigitte et Anders, lorsque vous avez parlé du concept au niveau de la réconciliation, en fait, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Naomi Metalik, c'est un avocat et un professeur. Cette façon ou cette forme de réconciliation, elle reconnaît les peuples autochtones et au niveau de leur juridiction sur leurs propres services et leur terrain. Et en fait, pour qu'ils puissent prouver leurs droits devant les tribunaux ou négocier des accords avec les gouvernements. Donc, c'est une reconnaissance au niveau de la législation. Cela peut être concernant différents droits génériques linguistiques, de la juridiction, légaux, et en fait, ils doivent être contraints à suivre en fait la reconnaissance de la juridiction en fait par les peuples autochtones eux-mêmes. Donc, et pas toujours être obligés d'aller devant les tribunaux pour aller devant et confronter les droits inhérents génériques. Donc, je crois qu'il faut
toujours y aller avec une réconciliation législative au niveau canadien et international, bien sûr. Merci infiniment. Je vais lire, oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, il y a beaucoup qui a été dit. Merci beaucoup à vous deux. Je vais être rapide au niveau de la relation et de l'autodétermination autochtone et au niveau des égalités-inégalités. Il y a beaucoup de recherches empiriques qui établissent en fait les relations fortes qui existent entre l'autodétermination autochtone et aussi l'égalité, le pluralisme juridique et différentes écoles, Kennedy, Princeton, des recherches qui ont été faites depuis les 30 dernières années et les communautés autochtones, par exemple aux États-Unis. Donc, en fait, leur exercice au niveau de l'augmentation de l'autodétermination et aussi au niveau de tout ce qui est et c'est peut-être plus santé, c'est peut-être plus égal et de moins en moins au niveau de l'autodétermination. Et aussi, il montre différentes statistiques au niveau de la pauvreté et aussi des suivis au niveau de l'autodétermination dans ces collectivités. C'est très intéressant. Aussi, au niveau des communautés autochtones, augmentation des exercices d'autodétermination et au niveau de prendre des décisions et d'être responsable en lignée avec leurs membres et aussi ce qui est essentiellement appliqué au niveau des politiques coloniales des gouvernements. C'est très intéressant ces recherches. Ceci dit, au Canada, j'ai mentionné Canada a pas vraiment envie de reconnaître en fait au niveau des enjeux d'autodétermination et des accords, c'est vrai. Ceci dit, au niveau de la famille, j'étais très éloquente concernant ceci et c'est vrai aussi au niveau du territoire, des ressources. Le Canada il va à reculons au niveau de la reconnaissance des territoires ou peut-être partagés et au niveau de la souveraineté et des différentes ressources. Et ceci, ça crée des problèmes au niveau de la balance ou l'équilibre, je dirais, et au niveau économique, social, culturel, et s'assurer à ce que ils participent au niveau économique, au niveau du développement de projets et qu'il y ait des bénéfices pour nos membres. Donc, au niveau des différents canaux pour bénéficier des projets pour du développement économique, au niveau minier, bien sûr, et autres qui sont plutôt limités, Nunavut, Princeton, et au niveau de ce qui existe au niveau des royautés, c'est limité. Dans ce contexte tel que j'ai mentionné auparavant, les communautés autochtones tournent de plus en plus vers ce qui pourrait être l'extraction et autres au niveau des accords privés avec des compagnies minières et aussi au niveau des résultats, l'augmentation au niveau des bénéfices pour différentes communautés. Ceci dit, les recherches montrent que ces bénéfices ne sont pas nécessairement partagés de façon équitable dans les différentes communautés et c'est confidentiel plutôt. Donc, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Cela dépend de différents facteurs et au niveau de la grandeur de la communauté et la perception de la compagnie minière, est-ce qu'ils peuvent mener à bien un projet, etc. Mais au niveau des communautés, elles n'ont pas des bénéfices égaux au niveau de l'extraction. Donc, ces bénéfices, en fait, ne sont pas égaux au niveau des différents membres des communautés. Donc, au niveau de l'emploi, des tarifs, des taux des différentes compagnies au niveau systémique, et ils n'atteignent pas c'est-à-dire les limites ou le seuil espéré. Et aussi dans ces industries, au niveau on ne peut pas prévenir en fait les difficultés. Il y a différentes solutions et différents accords en fait. Et finalement, c'est inégaux au niveau des
par exemple pour les femmes ou autres types de populations et différentes communautés, des divisions, des séparations. Ça peut être problématique et cela peut générer des conflits, des tensions dans les différentes communautés, dans les différentes familles, etc. C'est intéressant aussi au niveau de la recherche. Récemment, Warren Bernauer, très intéressant, cela montre de quelle façon l'extraction dans le Nord et les recherches à Nunavut, cela montre que, tel que dans le passé, en fait, ça n'est pas proportionnel au niveau des richesses, c'est-à-dire qu'elle va à l'extérieur de l'endroit où elle a été produite. Donc, les bénéfices ne sont pas ceux que l'on escomptait dans les communautés au niveau des profits, de l'emploi, etc., et différents cycles. Donc, au même moment, il y a de plus en plus de pression au niveau des gouvernements et sur les gouvernements autochtones. Et au niveau environnement, il y a moins de mesures de protection, ça va très vite. Et au niveau des évaluations et des procédures pour pouvoir garder ces industries. Donc, c'est toujours plus ou moins colonial. Les styles au niveau des relations, ça n'a pas changé. Au niveau de l'augmentation, au niveau de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et en terminant, en fait, la réalisation, en fait, selon moi et selon les recherches, euh, il faut mieux distribuer les différents projets, en fait, sur les territoires autochtones et aussi augmenter, en fait, les bénéfices et aussi au niveau de la juridiction des peuples autochtones pour pouvoir peut-être choisir et prioriser certains projets sur leur territoire. Merci. Quel type de changements sont dans vos vues au niveau, en fait, de tout ce qui est de promouvoir l'autodétermination autochtone, pluralisme juridique et inégalité dans l'Arctique? Vous avez plus que quelques minutes pour pouvoir avoir ces derniers échanges. Donc, Anders, merci. En fait, j'étais pris par la notion de réconciliation. Il y a un problème au niveau de l'assimilation et au niveau des lois. Il y en avait deux et qui continuent à conjuguer les inégalités. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, au niveau des éleveurs de rennes, je ne sais pas si c'était en Norvège, en Finlande, c'était l'usage toléré, voilà ce qu'on utilisait comme celle-là pouvait être régulée légalement. Puis en 68, la Cour suprême de la Norvège, bien sûr, elle a conclu que en fait, ils ont des droits, les éleveurs de rennes, bien avant, en fait, et même avant. Cela veut dire que nos droits ne peuvent pas être abolis, quoi. Donc, par l'État. Cela a pris 28 ans avant que le ministère d'Agriculture de Norvège, en fait, le reconnaisse par écrit. Donc, ça, c'est une chose. Puis, au niveau de la base légale, lorsque ça vient d'une autre époque, c'est difficile. Le paragraphe 63, en fait, du Reindeer Act de la Suède, vraiment, ce que c'est enfin, nous n'allons pas aller en détail, nous n'avons pas le temps, mais vraiment, cela montre les inégalités au niveau des éleveurs de rennes. Et ça origine des temps au niveau de tout ce qui est ferme, colonisation, au niveau du nord de la Norvège et de l'État, en fait. Pour réduire les inégalités, peut-être il faudrait débuter avec nettoyer en fait les bases. Et il y a eu des théories, des supposément recherches
qui ont été très problématiques et qui ont été des bases, en fait, de décisions qui ont été prises devant les tribunaux, mais toujours pas. Nous avons besoin d'investiguer ceci pour voir qu'est-ce qu'on pourrait en sortir. C'est ce que j'aimerais amener. Mais j'ai mille autres choses à dire, mais juste à cause du temps, je vais être obligée de me limiter. Aussi, nous sommes familiers avec Joe Coldart de Harvard. Très intéressant, bien sûr. Merci. Merci, Anders. Merci, Anders, de partager votre histoire qui est tellement similaire à celle des Autochtones ici au Canada. Il y a tellement de choses dont nous devons nous devons faire face chaque jour. Comment dirais-je, les lois, les newsletters. Vous allez entendre parler des différents dossiers pan-canadiens qui prennent beaucoup de temps, d'énergie, de ressources devant les tribunaux et des différentes définitions. La définition de la pauvreté, c'est laquelle? De qui? La réconciliation, c'est la même chose. D'où viennent cette terminologie? Et nous devons nous assurer qu'ils ne sont pas juste, c'est-à-dire certains gouvernements, nous avons besoin d'aide du gouvernement et cela doit être constant. La réconciliation pour nous, c'est honorer nos traités historiques ainsi que des traités au niveau colonial et ceux qui nous proviennent du gouvernement et donner l'opportunité ou respecter les peuples autochtones et leur façon, ce dont nous voulons vous parler et au niveau de la responsabilité sociale. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et si les industries, en fait, empochent tout, eh ben, incluant les ressources, et on parle, en fait, des différents cycles, et à nouveau, c'est critique au niveau de tout ce qui est société minière. Quels sont, en fait, les traditionnels au niveau de l'économie qui pourraient assurer que les populations autochtones puissent continuer à promouvoir leur façon de vivre? Il y a beaucoup d'industries au niveau des autochtones et des communautés qui retournent à leur système traditionnel pour l'usage des territoires, de la nourriture et au niveau de l'impact sur les feux de forêt. Et il y a maintenant donc tous ces feux de forêt qui ont lieu dans nos terres et quand on veut le définir de la façon dont vous voulez dans une société capitaliste, vous rendez les ressources commodes et le problème. Et donc, tout cela doit être basé sur le respect, les valeurs et les voix des peuples autochtones doivent être écoutées. Les Métis, les Premières Nations, les Inuits, faire en sorte que ces trois territoires soient tout le temps pris en considération et arrêter la réconciliation à partir de la Cour parce que la Cour, en fait, elle est aussi touchée par la politique. Et c'est la communauté dans son ensemble et on enlève notre communauté parfois d'autres aspects. Alors, et maintenant, on parle des LGBTQ qui est un vrai problème, mais dans notre communauté, on parle de tout ça d'une façon holistique. Bon, en parlant du Canada, il va y avoir vraiment des transformations fondamentales à la base dans les relations.
les structures légales, tout ce qui en découle. Ce n'est pas seulement de parler de la réconciliation qui va changer les choses, mais vraiment une transformation des choses et assumer vraiment un titre absolu sur le territoire qui est confirmé encore et encore par la Cour suprême du Canada. Il limite en fait les peuples autochtones dans un endroit limité qui est vraiment problématique pour l'autodétermination et ça fait en sorte, Brigitte a bien raison, que ça met ça- le travail à ces personnes et le problème de devoir se rendre en cours tout le temps au lieu de vraiment établir des bases fermes pour leur souveraineté au Canada. Et ça n'a pas été, ça n'a jamais été vraiment fait de façon satisfaisante. Et je vais finir donc avec les minéraux essentiels dans le minage. Et j'aime analyser et comparer les politiques de ces minéraux cruciaux et qu'on voit dans différents projets. Et souvent, ça va avoir lieu dans les terres sacrées où se trouvent les peuples autochtones. Et quand on regarde la politique fédérale sur les minéraux critiques, ça parle de l'autodétermination. Tous les mots sont là, mais tout ça, c'est rhétorique. Et on sait que c'est rhétorique quand on voit des provinces comme l'Alberta, Ontario, et, qui donc adoptent ce processus à l'amont pour approuver ces projets. Et quand on voit qu'on accélère l'approbation de ces projets pour supposément sauver la planète, et maintenant ces projets verts sont présentés comme ça pour pouvoir justifier, soulager le contrôle légal dans l'approbation de ces projets, ce qui est vraiment en lien avec la réalisation de l'autodétermination et des peuples autochtones. Ces discours sont utilisés aussi par les minières pour euh, dépasser en fait tous les problèmes reliés au minage. Et on voit qu'il y a beaucoup de cas dans les cours au pays et l'industrie minière veut défendre et veut même diminuer le contrôle, l'administration qu'ils appellent ça les red tape, parce que évidemment ils veulent sauver la planète contre les changements climatiques. Alors je pense qu'il faut être très sérieux dans nos discours sur l'autodétermination et vraiment voir les structures qui sont euh, comparables avec ces droits et comprendre que le futur de ce pays doit être discuté de nation en nation d'une façon plus rhétorique. Merci beaucoup, Sophie. Lisa, tu as les derniers mots pour cette dernière question. Bon, je vais aller très rapidement. Il nous reste quelques minutes pour questions. Je crois que tout a déjà été. Nous devons continuer, ou peut-être ça va être la conclusion, que l'autodétermination et les droits de gouvernance sont là, sont intrinsèques et ils ne font pas constamment être prouvés par des lois ou des cours qui sont à l'extérieur des traditions autochtones. Et je crois qu'il s'agit de vraiment faire qu'est-ce qu'on dit, respecter les traités, les droits, les valeurs, les traditions autochtones.
et impliquer les jeunes, les familles, les personnes âgées dans ces discussions, développement sur leur avenir, sur la protection de l'enfance, les programmes reliés à cela. Tout ce qui impacte leur vie, les terres, les ressources, les territoires, etc. Je pense que ce serait ça, mes derniers mots très rapidement. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup à nos 4 panélistes. J'aurais pu vous écouter toute la journée si vous n'avez pas vu. Il y a euh, des choses intéressantes que Gérard nous a écrit dans le chat car il devait quitter. Mais si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et spécifier si votre question est pour quelqu'un en particulier ou pour tout le monde. Est-ce que je peux faire un commentaire, Laura? Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'il y avait un peu de silence? Personne n'a levé la main. Alors, je crois que nous devons aussi reconnaître que quand les institutions ou les académiques font des recherches, que vraiment ils visitent les communautés. Il y a encore beaucoup de recherches, des chercheurs qui font des recommandations pour ou au nom de l'industrie ou du gouvernement canadien ou possiblement d'autres parties prenantes. Donc ça nous préoccupe. Et aussi que beaucoup de personnes s'appellent experts de l'Arctique, chercheurs de l'Arctique, mais qui ne connaissent pas l'Arctique, ne viennent pas nous rendre visite. Alors, leurs recommandations sont reconnues, soutenues par l'État et on continue à être en une citoyenneté secondaire de l'État. Donc, il faut vraiment être très prudent avec ce que nous faisons. Quand nous établissons une relation, un partenariat, il faut vraiment comprendre ce que cela veut dire. Quand on appelle quelqu'un un ami, c'est parce que cet ami, on le visite régulièrement, on partage la nourriture, l'histoire, on ouvre nos portes les uns pour les autres, on les accueille dans la communauté. Donc ça, c'est important pour nous. Et quand les chercheurs disparaissent, on ne les voit plus jamais. Cela a vraiment un impact sur comment est-ce qu'on veut ouvrir nos portes. De nouveau, à qui est-ce qu'on veut accueillir dans nos communautés et comment est-ce qu'on construit vraiment une recherche ensemble. Et jusqu'à ce qu'on sera vraiment capable de nous respecter les uns les autres, on sera alors vraiment dire nos amis sont nos alliés et on a besoin de cette relation pour avoir une influence sur l'État, pour avoir vraiment un changement fort des politiques publiques en relation avec les peuples autochtones. Merci beaucoup Bridget, pour ces commentaires et rappels. Donc, si vous avez d'autres commentaires, Anders. Bon, s'il n'y a pas de questions, je peux offrir un dernier commentaire. Alors, merci Bridget. Très bien dit, certainement. Je ne pense pas que nettoyer les bases juridiques serait suffisant pour une réconciliation. Et pourquoi je dis cela? Parce que, comme je l'avais mentionné avant, nos cours ne sont pas basés sur nos principes, notre compréhension de ce qu'est un comportement juridique. Si vous êtes familier avec la connaissance tacite de Michael Polanyi, qui avait un frère qui était moins connu et il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La Grande Transformation. Il a étudié la révolution industrielle en Grande-Bretagne et dans son livre, il dit que pour que le capitalisme fonctionne, on doit
inventé trois commodités qui n'existaient pas. Et donc, c'est le capital, le, euh, la main-d'œuvre payée est le plus important pour moi, je pense. C'est être propriétaire de terre. Si c'est vrai, bon, je pourrais élaborer cela pendant toujours, mais on est vraiment une société pré-capitaliste. On ne perçoit pas que on est propriétaire des terres. Et quand on voit le monde en général basé sur ces commodités fictieuses qui n'existaient pas, donc ce sera un grand défi pour les systèmes en cours parce que ce ne sont pas nos cours. Mais la question n'est pas si oui ou non on a les droits, sinon quels sont nos droits, où est-ce qu'ils sont reconnus et respectés. Et c'est ainsi que je le vois. Merci, Anders. Thank you, Anders. Nous avons reçu une question dans le chat. La question est, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne de l'espoir? Donc, je ne sais pas si cette question inspire quelqu'un à y répondre. Bon, le fait que les peuples autochtones sont capables de connecter par Zoom et de plein d'autres façons, on continue de s'offrir du soutien, de l'espoir, mais en 2024, ça continue d'être un grand défi parce qu'on a déjà beaucoup partagé. Nos droits ne sont pas reconnus. Et jusqu'à ce que cela soit vraiment fait, on va toujours avoir ces conversations dans les prochaines années. Ces discussions, en fait, on va pas les éliminer très vite, ça serait vraiment triste et nous n'aurions plus d'emploi. Mais ce qui me donne un petit peu d'espoir, c'est de pouvoir avoir des réunions avec des collègues et d'entendre Sophie, Lisa élaborer là-dessus, selon leur perspective, qu'il y a vraiment une compréhension. Il n'y a pas la communauté scientifique en fait qui nous donne du désespoir, mais en fait nous avons de la gratitude pour l'attention que les universités internationales nous offrent, la communauté scientifique, les institutions pour regarder nos problèmes. Nous en avons besoin, c'est très important. Nous pouvons voir en fait que d'une certaine façon, au niveau de notre système, il est reconnu dans la communauté scientifique et au niveau de la gestion publique. Donc, ça me donne un peu d'espoir. Ainsi, je suis très heureux que nous ayons ce genre de débat. Chaque année, il y a tellement de choses que j'aimerais ajouter. J'écris des notes, j'en ai prises beaucoup. D'habitude, j'en prends pas autant. Donc, avec des idées, si quelqu'un pourrait m'envoyer la référence au niveau de la réconciliation législative dont vous avez parlé au préalable. Donc, finalement, peut-être un conseil pour que tout aille bien. Pensez aux rennes chaque jour et tout va bien aller. Salmon and caribou too. Moose, beaver, muskrats, water. Thank you, everyone. We will Merci à think tous. about all of those. Now, I'm Nous going to allons hand penser à over tout to Gail ceci. for final words. Donc, Gail, je crois, le mot de la fin. Merci infiniment. Avec le comité d'organisation, j'aimerais dire merci à Bridget Anders et des idées très intéressantes, Sophie, d'avoir organisé très intéressant en fait ce genre de table ronde, les différents
défis au niveau de l'autodétermination, du pluralisme juridique et des inégalités dans l'Arctique et au niveau des structures et des pouvoirs au niveau des communautés autochtones et la juridiction concernant les territoires et aussi les problèmes des inégalités. Mais en fait, il y a des aspects communs, en fait, c'est-à-dire pas de réconciliation à 100%. Donc, c'est exacerbé par les présumés des capacités au niveau des manques et il n'y a pas assez de fonds au niveau des communautés indigènes et qu'ils peuvent poursuivre dans nous pensons que au niveau de la sécurité, des intérêts de la majorité, toutes les décisions et actions en fait qui seraient générées au niveau des narratifs et au niveau de nos dépendances, au niveau de tout ce qui est évaluation très coloniale et il faut se questionner par rapport aux solutions IBA et autres et aussi des lois similaires légales et au niveau du cœur, c'est qu'il n'y a pas assez d'attention, de respect au niveau des industries étatiques et aussi de respecter en fait des lois autochtones, culture, valeurs, perspectives, même aussi au niveau des genres et au niveau des définitions, des concepts clés et de façon plus large, un manque d'attention, de respecter les connaissances en fait des peuples autochtones. La base pour en fait adresser tout ceci, c'est au niveau des définitions, des priorités, et on en a parlé, il faut honorer les communautés, les voix, qu'elles soient écoutées. Nous sommes intrigués par la réconciliation législative, non, elle est embryonnaire et au final, je crois que Sophie, elle a donné des résumés sur différentes recherches. On perpétue et on en met de l'emphase sur faire des accords et aussi au niveau de la continuité. Il faut continuer à regarder ceci et s'assurer à ce que nous ayons un regard autochtone. Donc, je suis très heureuse en fait que cette table ronde en fait ait été enregistrée. Nous pourrons la regarder à nouveau. Merci à tous d'avoir participé, spécialement en fait aux panélistes et toutes les personnes du comité. Merci.